Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'entraînement sous chaleur et de stress thermique. Donc là, on est mi-juin. Quasiment toute la France a eu déjà des jours avec des fortes chaleurs. Donc, on a tous bien pu constater qu'un environnement chaud, un stress thermique, c'était néfaste pour la performance et la récupération. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe quand la chaleur est élevée, qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique, comment on peut s'acclimater pour être plus performant, et on va voir qu'on peut très bien le faire, et comment limiter entre guillemets le stress physiologique induit par ces chaleurs élevées, surtout quand elles sont irrégulières et qu'il est difficile de s'acclimater. Donc, première chose à comprendre, qu'est-ce qui se passe physiologiquement face à la chaleur? Alors, avant de voir tout ça, il faut comprendre le concept d'efficience brute ou le gross efficiency. Donc, c'est assez simple. Nous, les humains, on est très inefficients. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, pour un athlète qui a une efficience brute de 25%, ce qui est le haut du panier, globalement, c'est ce qu'on va retrouver chez les athlètes élites, pour produire 300 watts, on va avoir besoin de produire globalement en énergie chimique, en dépense énergétique totale, 1200 watts. Ok. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une dépense énergétique totale de 1200 watts, alors c'est très imagé, c'est que pour que vous puissiez bien comprendre. Si chimiquement, en fait, le corps il produit 1200 watts, on va avoir globalement, pour une efficience brute de 25%, qui est déjà très élevée, on va avoir 300 watts qui vont partir sur vos pédales, sur 300 watts que vous allez voir affichés sur votre compteur, et puis 900 watts qui vont être de l'énergie entre guillemets perdue et majoritairement dispersée en chaleur. Donc on comprend bien que le corps naturellement produit beaucoup de chaleur et de plus en plus quand l'intensité augmente. Quand vous êtes au repos complet, assis sur une chaise, vous produisez de la chaleur. Quand vous courez à 15 km/h, vous en produisez encore plus. Donc on comprend naturellement que si on augmente la température de l'environnement, ça peut devenir encore plus problématique puisqu'on produit déjà beaucoup de chaleur. Et donc, cette efficience brute, elle est variable globalement de 18 à 25%. Ok. Ici, je vous ai mis un petit résumé de plusieurs papiers scientifiques qui nous montrent que chez les athlètes entraînés, globalement, on va être à 18-20%. Ok. Chez les meilleurs athlètes, on va être à 25%. Donc ça peut paraître peu, mais au final, c'est beaucoup. Parce que si vous êtes capable d'améliorer votre efficience brute de 1 ou 2% en puissance de sortie, ok, en puissance mécanique produite sur les pédales, en nageant ou en pédalant, eh ben, ça change beaucoup de choses. Donc, naturellement, le corps produit beaucoup de chaleur. On l'a compris grâce à ce concept d'efficience brute. Qu'est-ce qui se passe quand on fait face à un stress thermique important, quand on s'entraîne et qu'il fait chaud, et surtout quand on n'est pas acclimaté? Alors, première chose, on a une augmentation de la température corporelle centrale. Bah, c'est logique puisque déjà on produit beaucoup de chaleur. Si en plus on ajoute à ça un environnement chaud, on va avoir du mal à créer nos échanges, à dissiper la chaleur, donc la température corporelle augmente. Ok. Donc le corps il produit de la chaleur, en environnement chaud c'est plus difficile de l'évacuer, bah, résultat la température corporelle augmente. Ça c'est la première chose. Mais qu'est-ce qui se passe après? On a une redistribution du flux sanguin. Vous l'avez sûrement constaté, quand il fait chaud, on a les veines en surface de la peau qui sont plus apparentes. Ok, on va avoir tendance à avoir une forme de vasodilatation en surface et on voit bien que nos veines sont plus apparentes. Pourquoi? Parce que quand il fait chaud, en fait, le corps il va rediriger entre guillemets du sang vers la peau pour évacuer la chaleur par transpiration et vasodilatation. Ok. Le problème, c'est que ce sang-là, bah, nous on en a besoin pour nos muscles et pour l'oxygénation musculaire. Donc si on emmène du sang de manière importante à la surface de la peau pour évacuer la chaleur, et ben on a moins de sang disponible pour les muscles et donc on va avoir une diminution de l'oxygénation musculaire. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah, pour compenser, puisque ben, du coup on a besoin de plus de sang au total pour nourrir nos muscles, puisqu'une partie part à la surface de la peau, et ben, la fréquence cardiaque augmente. Ok. Vous l'avez sûrement constaté, quand vous courez à 15 km/h sous 12 degrés et sous 30 degrés, surtout quand vous n'êtes pas acclimaté, les fréquences cardiaques sont bien plus élevées. Et c'est tout à fait logique parce que le cœur il doit pomper plus de sang, il doit maintenir son débit sanguin vers la peau et les muscles. Donc pour compenser, il accélère. Et qu'est-ce qui se passe quand il accélère? Bah, le coût énergétique il augmente. Ok. On a aussi une sudation excessive et potentiellement une déshydratation. Donc on va perdre des électrolytes, notamment du sodium. Ça, on va perturber l'équilibre hydrique. On va diminuer le volume plasmatique et donc on va aggraver le stress de manière générale.
puisque le coût énergétique augmente. En fait, c'est simple, puisque pour 15 km/h sous 30 degrés vs 12 degrés, eh ben, on a un coût, ça nous coûte plus d'énergie sous 30 degrés. Naturellement, on va utiliser plus de substrat, plus de glucides. Ok, donc, on va vider plus rapidement nos réserves de glycogène. Et la dernière chose, c'est une fatigue thermique du système nerveux central. Ok, une température élevée, ça peut provoquer une altération des fonctions motrices et cognitives. Donc ça va réduire les capacités de coordination, la motivation et donc la puissance de sortie. Donc quand je dis puissance, on peut parler en allure ou en puissance en watts pour le cyclisme. Donc on voit qu'il y a toute une série en fait, d'effets délétères, mais elles ne sont pas isolées. C'est-à-dire toutes sont liées. C'est-à-dire que l'augmentation du rythme cardiaque, il est lié à la redistribution du flot sanguin vers la surface de la peau. Ok, le changement métabolique, donc l'utilisation de plus de glucides, est lié à cette augmentation du coût énergétique. Donc en fait, la sudation excessive, elle est liée simplement à une augmentation de la température corporelle. Donc tous sont liés en fait, mais c'est important de comprendre ces différents facteurs pour comprendre par exemple pourquoi en fréquence cardiaque, elle est 15 pulsations par minute au-dessus quand il fait 30 degrés vs 12 degrés. Ok, bon, ça vous permet de comprendre tout ça. Donc face à ça, quelle solution on va avoir? Alors, les solutions qu'on a, c'est l'acclimatation. On a deux solutions, l'acclimatation naturelle et l'acclimatation, donc l'entraînement d'acclimatation. Ok, donc l'acclimatation naturelle, elle fonctionne bien quand on est face à des températures régulières. Si vous habitez en Espagne ou dans le sud de la France, vous allez avoir globalement tout l'été des températures assez importantes, vous allez vous acclimater et ça va aller. Même si, de mon point de vue, et je vais développer, c'est pas l'idéal en fait pour être performant. C'est pas forcément l'idéal pour être le plus performant possible sous chaleur, mais ça fonctionne bien. On le voit, ceux qui y sont bien habitués, même s'il y a une variation d'un individu à l'autre, globalement ceux qui sont confrontés à la chaleur tout le temps voilà, arrivent à bien la gérer. Donc à court terme, qu'est-ce qu'il faut faire quand il fait chaud? Ok, on part sur une acclimatation naturelle. La température augmente. Par exemple, dans mon cas, vous habitez dans le sud de la France. En mai, il fait 25. En juin, il fait 30. Bon, c'est très régulier, c'est quasiment tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'on fait au début? On privilégie les marqueurs internes pour nos entraînements. Plutôt que de regarder l'allure ou la puissance de manière isolée, on regarde un peu plus où on guide nos entraînements via la fréquence cardiaque. Ok, ça nous permet de nous adapter. On a bien vu que le ratio entre puissance ou allure et coût interne avec la chaleur était modifié. Donc, il vaut mieux qu'on se base un peu plus sur le coût interne, donc en utilisant la fréquence cardiaque pour ne pas s'entraîner trop dur. On limite un peu la haute intensité et potentiellement on réduit la charge donc temporairement. Pourquoi? Parce que la chaleur, le stress thermique, c'est une charge, enfin c'est un stress en plus. Donc admettons qu'on s'entraîne 15 heures, si on vient ajouter à ça 15 heures d'entraînement ou quasiment sous 30 degrés, eh ben on a un stress de l'entraînement plus élevé. Alors, oui, je sais, la plupart des gens, voilà, ils veulent maintenir. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas réduire. Ils veulent pas réduire parce que faut s'entraîner, les chiffres, tout ça. Mais la vérité, enfin voilà, les faits sont là. L'entraînement devient plus stressant. Donc si vous voulez éviter le surmenage et des coups de fatigue, une mauvaise récupération, réduisez un petit peu la charge, revoyez vos intensités, le temps de s'adapter. Deuxième option, c'est l'entraînement d'acclimatation. Ok, donc l'entraînement d'acclimatation, c'est une exposition donc susceptible d'induire une adaptation physiologique similaire via une exposition spécifique au stress thermique. En gros, on veut créer des adaptations qui sont créées via une acclimatation naturelle, mais avec des protocoles d'entraînement. Et ça fonctionne très bien. Donc c'est une stratégie pour minimiser la fatigue importante causée par une exposition aiguë à la chaleur. C'est-à-dire que je vous ai donné l'exemple du sud de la France où les températures montaient progressivement et on avait une certaine régularité, ce qui permet au corps de s'adapter. Mais on a d'autres endroits dans la France où en gros il va faire 20 degrés, puis d'un coup il va faire 32. Et là, ce qui se passe, c'est quand on n'est pas habitué, qu'on se prend un 32 d'un coup, eh ben, on va créer un stress thermique très aigu et potentiellement une difficulté à récupérer. Et même dans le cas des chaleurs régulières, ça peut être intéressant en amont de faire des protocoles d'entraînement d'acclimatation pour se préparer aux chaleurs qui arrivent et mieux gérer ce stress thermique. Donc l'objectif de l'acclimatation de manière générale, que ce soit naturel ou via l'entraînement,
ça va être donc d'augmenter le débit sudoral maximal, abaisser la température corporelle donc centrale et améliorer donc le seuil de déclenchement de la sudation. On va voir plus en détail les différentes adaptations qui vont être créées, mais globalement ça va être ça. Ok. Donc ce qu'on sait, c'est que l'acclimatation va vraiment nous aider en fait à être plus performants dans un environnement chaud. Ok. L'environnement chaud n'est pas une fatalité. Alors oui, il est très stressant au début. Oui, il fait vraiment, il va avoir un effet qui réduit de manière importante nos performances. Mais ce qu'on sait, par exemple, via cette étude-là, High or Hot, donc vous pouvez aller la voir, je vous l'ai mis en lien si ça vous intéresse. On a vu qu'en fait, une exposition aiguë, donc on prend des athlètes qui ne sont pas acclimatés, on leur fait faire un contre-la-montre sous 36 degrés, on observe une baisse de performance de l'ordre de 16%. Donc 16%, c'est énorme. Franchement, 16% de performance, voilà, je vous fais pas un dessin, c'est vraiment beaucoup. Par contre, ce qu'on voit, c'est que une fois acclimaté, en fait, cette baisse, on arrive à la réduire à moins de 2%. Et là, 2%, c'est une baisse bien plus acceptable. C'est-à-dire que 2%, là, c'est pas énorme. Et tout le monde va y être sujet, donc sur une compétition, vous n'êtes pas tellement perdant. Par contre, si vous arrivez sur une compétition chaude, certains sont acclimatés, pas d'autres, vous prenez un moins 16% et les autres un moins 2%, je vous fais pas un dessin, ça va mal se passer. Ok. Donc, d'un point de vue pratique, cette méthode donc, d'entraînement d'acclimatation, là où pour moi elle est extrêmement intéressante, surtout pour ceux qui n'ont pas des températures élevées régulières, c'est qu'elle va vous permettre sur certaines séances de créer un stress thermique très aigu et des adaptations, et sur les autres séances de s'entraîner de manière classique, sans créer trop de stress. Et ça c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Si vous vous entraînez toujours sous du 30 degrés, vous faites une stratégie d'acclimatation, vous partez 15 jours en Espagne, dans le sud de la France, vous prenez 30 degrés tous les jours. Le problème, c'est que vous allez avoir un stress thermique qui va être élevé, mais pas non plus extrêmement élevé tous les jours. Ça va créer beaucoup de fatigue et potentiellement pas de très grosses adaptations parce que vous n'allez pas énormément monter la température corporelle, enfin potentiellement. Ok. Par contre, si vous faites une stratégie d'acclimatation chez vous, vous habitez en Bretagne, hein, moi c'est de là d'où je viens, où globalement l'été vous allez souvent avoir du 20 degrés ou un peu moins, et puis de temps en temps un pic à 30, et où bah, tout le monde franchement dans ces moments-là prend cher parce que bah, vous n'êtes pas acclimaté, vous prenez un plus de 30 degrés d'un coup, c'est super dur. Et bien là ce qui va être intéressant c'est de faire des entraînements d'acclimatation, ok, plusieurs fois dans la semaine, avec des courtes durées. Et là, vous allez vraiment maîtriser le moment et le timing de votre stress. Vous allez pouvoir créer des stress thermiques très importants sur des courtes durées et puis à côté faire vos entraînements classiques. Donc vous n'allez pas impacter le reste de votre entraînement, mais vous allez quand même bien vous acclimater. Et là, pour moi, de mon point de vue, c'est le meilleur dilemme. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe physiologiquement quand on s'acclimate à la chaleur? Alors que ça soit par entraînement d'acclimatation ou par acclimatation naturelle. Donc, première chose, on a une augmentation du volume plasmatique. Ça, c'est une des premières adaptations. Donc, ce qui va se passer, c'est que globalement, si vous voulez creuser, je vous ai tout mis ici, mais vous allez avoir un meilleur refroidissement par transpiration, vous allez maintenir votre débit cardiaque efficace. Ok. Donc, on l'a vu, le problème, c'est que le débit cardiaque, il doit augmenter puisque plus de sang part à la surface de la peau. Donc là, vous allez pouvoir gérer, gérer entre guillemets ce maintien du débit cardiaque, puisque en augmentant le volume plasmatique, vous allez augmenter la partie liquide du sang et en fait vous allez mieux irriguer les muscles et la peau à la fois. Donc en fait, ce qui est normalement un dilemme devient bien mieux géré. Ok. Ensuite, vous allez améliorer la sudation. Donc vous allez suer donc plutôt de manière plus importante et la sudation sera moins concentrée en électrolytes. Vous allez mieux économiser le sodium. Ok. Vous allez avoir des adaptations cardiovasculaires mais qui sont liées au premier, ok, à l'augmentation du volume plasmatique. La fréquence cardiaque va diminuer. En fait, vous allez revenir sur des fréquences cardiaques un peu plus basiques par rapport à vos habitudes, même si globalement, entre 12 et 30 degrés, vous serez toujours un peu plus haut sous 30. Hein, ça, c'est logique. Et ensuite, vous allez produire donc, des protéines de choc thermique, les HSP, les Heat Shock Proteins. Donc, c'est une réponse cellulaire clé. C'est un petit peu plus compliqué, mais en gros, c'est un bouclier cellulaire qui va se développer avec l'exposition au stress thermique. Elles vont protéger en gros les cellules musculaires et cardiaques en stabilisant les protéines et en réduisant les dommages oxydatifs. Donc là, c'est un peu plus complexe, mais c'est un autre phénomène d'adaptation. Et ensuite, vous allez avoir une amélioration de la perception du stress.
Les premiers entraînements sous 30 degrés, vous allez avoir l'impression que c'est super dur. Tout comme les premiers entraînements en utilisant les stratégies d'entraînement d'acclimatation. Donc, comme on va en parler juste après, mais quand on va sur le home trainer avec 3-4 couches thermiques, vous allez voir la première fois, c'est un enfer, hein, littéralement. C'est vraiment très très inconfortable et puis on s'y habitue et on gère de mieux en mieux. Et donc on a une amélioration de la perception du stress. Ensuite, à plus long terme, on va avoir d'autres adaptations en fait, qui vont euh, potentiellement améliorer le nombre total de globules rouges. Ok. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que le volume plasmatique va augmenter, ça va diluer le sang. Ok. Et ensuite, le corps il va détecter cette dilution comme une pseudo-anémie, donc un manque relatif de globules rouges. Et en réponse, il va stimuler légèrement la production de globules rouges. Ok. Alors, ça va être moins marqué que l'altitude, mais c'est une adaptation qu'on peut observer à plus long terme. Et on va avoir une activation donc du HIF-1-alpha, ok. Et ça, c'est normalement une molécule qui va être déclenchée par l'hypoxie, donc qui est déclenchée pendant l'entraînement en altitude, mais on va potentiellement la déclencher également avec l'entraînement, donc avec le stress thermique, l'entraînement sous chaleur. Et en fait, on va créer, enfin, ce facteur, ok, cette molécule, elle est liée à la production d'EPO. Ok. Donc, on va potentiellement créer encore d'autres adaptations. Ça va être moins marqué que l'altitude, mais c'est possible qu'au bout d'une période un peu plus longue, on vienne créer ce genre d'adaptation-là. Donc, augmentation des globules rouges et potentiellement une petite production d'EPO supérieure. Ok. Donc, ça, c'est plutôt les adaptations qu'on va observer à plus long terme qui peuvent améliorer la performance de manière générale. D'accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'entraînement donc, sous chaleur va vous permettre également d'être plus performant lors des compétitions où il fait moins chaud. Ok, ça peut être le cas. C'est-à-dire que même si vous préparez une compétition en hiver, que la chaleur ne sera absolument pas un problème, s'entraîner sous chaleur, potentiellement, peut vous permettre d'être plus performant le jour de la course. Ok. L'idée de cet entraînement d'acclimatation n'est pas que l'acclimatation, mais potentiellement le gain de performance. Donc ensuite, quels sont les protocoles pour l'entraînement d'acclimatation? Donc là, vous avez deux options, le tapis ou le home trainer. Alors en extérieur, c'est un peu plus compliqué. Et vous allez mettre plusieurs couches de vêtements. Dans l'idée, c'est de mettre une couche thermique, une veste un peu d'hiver et un coupe-vent. Il faut vraiment bien se couvrir. Ok, c'est pas juste je coupe le ventilateur et je mets une petite veste. Ça ne va pas suffire pour créer un stress thermique aigu et fortement monter la température corporelle. Il va falloir bien se couvrir. Couvrez également les extrémités. Gants, bonnet. Ok, les extrémités sont des endroits où il y a beaucoup d'échanges au niveau de la chaleur. Donc les couvrir, c'est un bon moyen d'augmenter sa température corporelle. En termes de durée, 30 à 60 minutes, progressif dans l'exposition, bien entendu, on ne commence pas par 60 minutes, on commence par 20-30 minutes, puis on augmente progressivement. Plutôt à basse intensité, 70 à 75% de FC max si on est sur 30-40 minutes, et si on veut monter jusqu'à 40-60 minutes, on baisse plutôt à 60% de FC max. Et on s'hydrate bien autour de la séance. Les pertes hydriques sont super importantes. Donc moi personnellement, pour 30 ou 40 minutes, je prends 2 bidons de 750, donc 1,5 litre. Ok. Ça va vous permettre vraiment de ne pas vous retrouver déshydraté. Ok. Ensuite, qu'est-ce que préconise la littérature scientifique? Avant ça, on va aller voir à quoi ressemble une séance type. Donc ça, c'est une séance que moi j'ai réalisée. Donc j'en ai réalisé pendant 6 semaines de cette manière. Donc qu'est-ce qui se passe? Au début de la séance, on voit une augmentation progressive. Donc là, je monte, en gros, je pars à 80 watts pour commencer à m'échauffer. Et pendant 10 minutes, je monte jusqu'à 240 watts pour faire monter la fréquence cardiaque. Donc au début, moi, je cible une plage de fréquence cardiaque. Je veux être entre 140 et 150, qui correspond à 70-75% de FC max pour moi. Au début, je commence à 220 watts, je suis à 140 BPM. Donc même au début, déjà mon ratio est moins bon que d'habitude. Hein, naturellement, il fait plus chaud. Et au fur et à mesure, je vais réduire ma puissance puisque j'ai une dérive cardiaque. Ma fréquence cardiaque va augmenter parce que le stress thermique est de plus en plus important. La température corporelle augmente. Et naturellement, pour réguler, moi, je vais descendre ma puissance pour rester dans ma plage de fréquence cardiaque. Donc on voit là sur une séance bien réalisée comme celle-ci. Au début, j'ai 140 BPM et 220 watts. Et à la fin, je termine avec 148 BPM et 175 watts. Pour vous donner une idée, normalement, à 148 BPM, je suis globalement à 270-275 watts.
Donc là, le stress thermique, puisque là il est très important, me fait perdre 100 watts. Ok, donc on comprend bien que on est encore sur quelque chose de différent de juste s'entraîner sous 30 degrés où l'AFC elle est plus haute, c'est un peu plus dur. Là, on est vraiment sur un stress thermique très aigu. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir vraiment créer un stress thermique supérieur à ce qu'on risque de rencontrer, enfin, du moins sur une courte durée, supérieur à ce qu'on va rencontrer à l'extérieur quand il fait 30 degrés. Donc on va vraiment pouvoir créer des adaptations et c'est pour ça que de mon point de vue, c'est plus intéressant de faire ça 3 fois dans la semaine et de s'entraîner le reste d'entraînement sous les températures classiques plutôt que de s'exposer à 30 degrés tout le temps si on a le choix bien entendu. Donc ensuite, qu'est-ce que préconise la littérature scientifique? Donc elle préconise en général 2 semaines, enfin 15 jours où on va faire ce protocole 4 à 5 fois par semaine. Et ensuite, pour maintenir, on va rester sur 2 3 fois semaine. Ok. Alors le problème de ce protocole-là, il est faisable, mais c'est que 4-5 entraînements sous chaleur par semaine, c'est un stress très important. Et pour un triathlète, par exemple, c'est difficile à mettre en place. Objectivement, à moins de remanier tout l'entraînement, ça se place difficilement. Donc moi, ce que je fais, c'est peut-être moins optimal, mais en tout cas, de mon expérience perso, alors ça vaut ce que ça vaut, puisque ce n'est que mon expérience perso sur moi-même et d'autres athlètes que j'entraîne, c'est que moi je préfère le faire sur une plus longue durée, par exemple 6, 7, 8 semaines, mais seulement 2 à 3 fois par semaine. Ok. Et donc en général, comment je vais l'utiliser? Je vais faire par exemple avant un footing 30 à 40 minutes sur le home trainer de protocole sous chaleur, ensuite un petit footing à basse intensité. Ça vous permet de redescendre la température corporelle parce que vous allez voir, quand vous faites ce protocole-là, même après la douche, votre corps il est encore chaud, il transpire encore. Donc moi j'aime bien avoir une activité juste derrière pour laisser le temps de refroidir, c'est quand même plus agréable. Donc vous avez cette option-là de faire avant un footing 30 à 40 minutes sur le home trainer. Et l'autre option, c'est que si vous avez prévu par exemple 2h30 de vélo, vous faites 2 heures en extérieur à basse intensité, vous rentrez, on se couvre, on se met sur le home trainer et on finit nos 30-40 minutes de protocole d'entraînement sous chaleur. Mais attention, j'insiste là-dessus, ces protocoles-là, c'est un stress en plus. Donc faites attention si dans votre charge d'entraînement en général, vous êtes déjà un peu à la limite, que votre entraînement il est stressant, que votre récupération elle est un peu juste. Attention, quand vous allez ajouter ça, vous allez ajouter du stress. Donc soit diminuer un tout petit peu le reste de votre charge d'entraînement, ou bien voilà, prenez bien en compte que c'est un stress supplémentaire et que c'est pas juste un truc qu'on ajoute comme ça, ok? On ne peut pas ajouter les stress indéfiniment. À un moment donné, la récupération, elle empathie et ça passe pas toujours. Donc, faites attention, c'est un stress supplémentaire. Allez-y progressivement, commencez par 30 minutes. Voilà, prenez votre temps, ne faites pas un protocole hyper intense sur 3 semaines où vous envoyez 5 séances par semaine sans réduire la charge. Ça risque de mal se passer. Faites-le progressivement, faites des tests, ok? Voilà. Ne prenez pas de risques inutiles, c'est un stress important, vous allez voir, même si c'est court, c'est quand même un stress, voilà, c'est pas rien. C'est pas juste 30 minutes de home trainer comme ça à basse intensité. Ok. Donc si vous voulez, si vous souhaitez creuser un petit peu plus, je vous ai mis les sources, les différentes sources que j'ai pu utiliser pour faire cette vidéo et pour avoir toutes les informations, donc toute la littérature scientifique utilisée lors de cette vidéo. Et puis voilà. Donc n'oubliez pas, la chaleur, c'est pas une fatalité. Quand on s'acclimate bien, on peut limiter fortement notre baisse de performance sous chaleur. Par contre, si on laisse ça de côté et qu'on n'essaie pas de s'acclimater, on peut être fortement pénalisé par rapport à d'autres athlètes qui, eux, sont bien acclimatés. Donc, prenez bien en compte ce facteur-là et réfléchissez à vos différentes compétitions. Est-ce que vous risquez de vous confronter à de la chaleur? Si oui, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? C'est assez simple, c'est pas très long. Quand on réfléchit bien, ça se fait bien et ça peut vraiment changer le déroulement de la compétition. Donc voilà. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.